Là aussi, c'est très compliqué comme sujet. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et comment ça marche? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi passionnant qu'intriguant qui a déjà commencé à révolutionner notre monde, la physique quantique. Pendant cette discussion, nous allons explorer cette physique déconcertante pour mieux comprendre son impact sur nos sociétés avec nos deux invités. D'un côté, nous avons Nicolas Sangoire qui est chercheur théoricien au CEA et qui travaille sur l'information quantique. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien et merci. Et de l'autre côté, nous avons Emmanuel Flurin qui est chercheur au CEA en électronique quantique. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, peut-être une question très simple finalement, Nicolas. Qu'est-ce que c'est que la physique quantique? Très simple, ouais. Alors, la physique quantique, je dirais que c'est la théorie physique la plus précise et de loin pour décrire la nature. Pour commencer, on avait une petite surprise pour vous deux. On a Durden, qui est donc rappeur et artiste, qui nous a fait une petite vidéo pour vous qu'on va visionner maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Durden, artiste à plein temps. J'ai eu l'honneur d'être invité pour assister à cette conférence afin d'apporter mon regard de profane. Alors, je tiens à dire déjà premièrement que je ne maîtrise aucunement la physique, aucunement les mathématiques. Donc ça va rendre très difficile la compréhension de la physique quantique pour moi. Mais j'ai mon petit regard de profane, d'amateur sur le sujet. Et pour moi, la physique quantique, c'est la science de l'infiniment petit. Alors, on s'est rendu compte que les objets qui étaient extrêmement petits, je pense aux atomes, aux particules, aux neutrons, aux protons, etc., a été régi par des lois physiques qui étaient très différentes des lois physiques qui régissent notre monde actuel. Quand on prend une balle et qu'on la jette, elle tombe au sol. C'est pas le cas des extrêmes petites balles, donc des particules, qui elles répondent à d'autres lois. Je les connais pas exactement toutes, mais on va en parler un peu plus dans le détail si ça vous va. Nicolas, une petite réaction à ce que vient de tenter Durden Eh bien, il a tout à fait raison. Et ce qui est fascinant dans la théorie quantique, c'est qu'effectivement, elle décrit des comportements qui sont très très différents des comportements des objets du quotidien. Si on prend par exemple cette tasse-là, donc c'est vraiment un objet classique, elle a une position qui est précise, une vitesse qui est bien définie, et ses propriétés sont décrites par ce qu'on appelle la théorie classique, qui date du XVIIe siècle, la théorie de Newton. Et à contrario, si on s'intéresse aux atomes qui composent cette tasse, on les entend s'entrechoquer quand je viens taper la tasse, eh bien, ces atomes ont un comportement très, très différent, très inhabituel. Alors, la façon dont on appréhende la matière à l'heure actuelle, elle date plutôt du XXe siècle, avec des contributions de physiciens célèbres. Par exemple, il y a un physicien français qui s'appelle Louis de Broglie, et qui nous disait qui a introduit l'idée que ces atomes, en fait, se comportent à la fois comme des corpuscules, comme des petites billes, mais aussi comme des ondes, comme les vagues qui se développent et qui se propagent à la surface de l'eau. Et c'est ce comportement ondulatoire qui empêche, par exemple, de définir simultanément la position et la vitesse d'un atome. Donc voilà, un concept profondément quantique, eh bien, c'est celui d'onde-particule qu'on retrouve absolument pas dans la physique classique, dans la physique de tous les jours. Et peut-être, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est la superposition quantique? Oui, alors la superposition quantique, donc ça, c'est un concept qui émerge, disons, d'une équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui lui est un physicien autrichien, qui a introduit une équation pour justement donner la dynamique de ces objets ondes-particules, une équation qui date de 1925, et qui effectivement a un certain nombre de concepts en elle, intrinsèques à cette équation. L'un de ces concepts, c'est le concept de quantification, et l'autre, c'est celui de superposition. Alors la quantification, c'est l'idée que, par exemple, si on prend un atome, l'atome le plus simple, un atome d'hydrogène, donc c'est juste un noyau avec un électron qui tourne autour, eh bien, l'équation de Schrödinger nous dit que l'électron ne peut pas se situer à n'importe quelle distance du noyau. Il occupe des orbites qui correspondent à des énergies bien définies, qu'on dit quantifiées, et c'est seulement sur ces orbites que peut se placer l'électron. Et puis, maintenant, un autre concept au cœur de cette équation, c'est le concept de superposition, qui nous dit que en fait, cet électron peut occuper plusieurs orbites à la fois, un peu comme une superplanète Terre, qui occuperait son orbite, mais aussi celle de Vénus et aussi celle de Mars. Voilà, et donc c'est finalement ces concepts-là qui définissent ce qu'est la théorie quantique, cette notion d'onde-particule, cette notion de
quantification, cette notion de superposition, eh bien ça, c'est une bonne façon de définir la théorie quantique, à l'opposition, disons, des concepts qui sont profondément classiques, quoi. Donc là, tu nous parles d'équations. Ça veut dire qu'on peut décrire la physique quantique avec des mathématiques? Voilà, donc ça, c'est un concept très, très important. La première chose, c'est que les concepts dont on parle sont pas du tout intuitifs. Et par contre, on est capable de les mettre en évidence dans des expériences de laboratoire. Et c'est pour ça que je disais tout au début, la physique quantique est en fait une description extrêmement précise, la plus précise de la nature, telle qu'elle est et pas telle qu'on l'aperçoit. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément pour répondre à ta question, c'est oui, en fait, il y a des mathématiques sous-jacentes à la théorie quantique. Et contrairement aux idées reçues, ces mathématiques sont en fait plutôt simples. Si on prend une expression simplifiée de l'équation de Schrödinger, eh bien, les quantités qui interviennent ne sont pas des nombres, mais ce sont des tableaux de nombres. Et du coup, pour appréhender cette équation, la seule chose qu'on doit savoir faire, c'est des opérations élémentaires, non pas sur des nombres, mais sur des tableaux de nombres. Et une fois qu'on a régi les règles, qu'on a défini les règles pour faire des multiplications entre ces tableaux de nombres, eh bien, on peut appréhender l'équation de Schrödinger, s'amuser avec, et prédire le comportement, par exemple, de ces objets ondes particules. Alors, tu nous as parlé d'ondes, de particules, et justement, on a une seconde vidéo de notre ami Durden qu'on va regarder maintenant. Là aussi, c'est très compliqué comme sujet. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. En gros, les objets infiniment petits, on a vu qu'ils se comportaient tantôt comme des ondes, tantôt comme des particules. Et cela ne dépend que de l'observation qu'on en fait. Ça, c'est déjà incroyable. Mais le principe d'incertitude, si j'ai bien compris, il indique qu'on ne peut pas connaître la position et la vitesse de l'élément qui se déplace. Pourquoi? Parce qu'il se comporte comme une onde ou comme une particule. Donc, soit on connaîtra sa position, soit on connaîtra sa vitesse. Mais on ne peut pas connaître les deux. Donc, finalement, la particule, elle est partout à la fois. C'est bien ça? Emmanuel, est-ce que tu as une petite réponse à apporter à Durden? Non, mais c'est vrai que ces concepts sont déroutants. Et quand on les rapporte à notre échelle macroscopique, des objets de taille centimétrique, etc., ça semble parfaitement absurde. C'est-à-dire que, évidemment, cette toupie a une position et une vitesse bien définie. Et du coup, ce n'est pas un objet qui s'évanouit tel une onde. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez remarquable avec la mécanique quantique, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et aujourd'hui, on pense que la mécanique quantique s'applique en réalité à toutes les échelles. Et donc il y a quelque chose de très contre-intuitif ici. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier donc ces phénomènes très étranges qui sont hyper apparents à l'échelle atomique, mais qui s'évanouissent complètement à l'échelle macroscopique? Et donc ça, c'est quelque chose c'est un concept qui a vraiment donné du fil à retordre aux physiciens tout au long du XXe siècle. Alors donc par exemple Heisenberg, dont Durden parle, avait introduit une coupure. Donc il avait conceptualisé le fait qu'il y avait peut-être une échelle à laquelle ces lois quantiques ne s'appliquent plus. Mais aujourd'hui, donc depuis on va dire les années 80-90, on a des bonnes théories de l'émergence des lois classiques, mais à l'échelle macroscopique, ce qu'on appelle les lois de la décohérence. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque des objets quantiques sont en interaction forte et répétée avec leur environnement, donc avec des observateurs, donc ça peut être nous, mais ça peut être d'autres objets, à ce moment-là, en fait, ces propriétés quantiques s'évanouissent. Et on retombe sur vraiment la physique de Newton. Et donc il y a une continuité assez directe entre les lois qui régissent le monde microscopique et les lois telles qu'elles étaient comprises avant le XXe siècle. Alors s'il n'y a plus de coupure mais qu'il y a une continuité, est-ce qu'on peut dire que tout est quantique? Eh bien, effectivement. Donc aujourd'hui, le consensus scientifique sur la mécanique quantique, c'est que tout est quantique et c'est une théorie qui est globale. Alors pour illustrer ce concept, j'ai apporté une console de jeux vidéo. Oui, je m'y attendais pas à celle-là, j'avoue. Il va falloir que tu nous expliques. C'est-à-dire que dans ces... voilà, donc bon, ça, c'est une console vintage qui date de la fin des années 80.
début des années 90. Et donc, c'est des consoles qui ont énormément évolué en puissance au cours des dernières décennies. Et donc, aujourd'hui, on a moins de mal à se dire que finalement, notre monde sensible dans lequel on vit tous les jours puisse être finalement complètement différent des lois informationnelles qui régissent ce monde. Donc, dans les mondes ouverts tels qu'ils sont déployés dans Zelda ou Minecraft, finalement, on a cette sensation d'un monde physique avec sa propre géographie, son espace, son temps. D'accord, on a un espace 3D. Les lois, donc ce qu'on appelle les lois de la mécanique de jeu, les lois du gameplay, s'appliquent partout, à peu près de la même manière à l'intérieur du jeu. Donc c'est ce qu'on appelle le gameplay. Et donc ça, finalement, c'est réminiscent un peu du principe galiléen, du fait que les lois de la physique s'appliquent un peu partout de la même manière. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on comprend bien quand on est un joueur de ces jeux-là, c'est que ces mondes émergent d'un processus plus profond, qui est un processus finalement de calcul. D'accord ? Et donc le deuxième objet que j'ai amené ici, c'est ce qu'on appelle une carte graphique ou un GPU. Et donc dans ces GPU, donc ce sont des processeurs qui font des calculs, et c'est des calculs qui sont optimisés pour la multiplication de grands tableaux. Et en fait, il se trouve que ces tableaux-là sont des tableaux qui sont très analogues aux tableaux qui ont été introduits, aux tableaux de nombres qui ont été introduits par Nicolas précédemment, et en fait qui régissent l'équation de Schrödinger. Donc là, c'est pas l'équation de Schrödinger à proprement parler, mais c'est-à-dire que c'est vraiment ce concept mathématique qui finalement assez fondamental, qui est qu'une réalité virtuelle ou naturelle puisse émerger de lois informationnelles qui sont parfaitement différentes des lois sensibles finalement. Et donc aujourd'hui, on arrive à déployer des mondes virtuels dans lesquels le joueur finalement peut avoir des sensations visuelles, des sensations auditives, des sensations même de toucher avec par exemple les vibrations des manettes. Mais ça reste en parfait accord avec le fait que ce monde émerge de principes microscopiques beaucoup plus compliqués et qui sont en fait issus de grands calculs ou de lois beaucoup plus... dans le cadre de la mécanique quantique, ça va pas être des calculs sur un GPU évidemment, mais ça va être le résultat d'une multiplication de matrices, qui est le résultat de l'équation de Schrödinger, et qui va finalement permettre de déployer le réel. Donc là, si moi je suis en train de jouer à un jeu vidéo, je suis sur mon cheval, je me heurte à un mur, quelles sont les lois? C'est des calculs finalement qu'il y a derrière ça? Oui, alors dans le cas du jeu vidéo, on voit bien que ce sont des calculs, et donc c'est des lois qui ont été encodées par le programmeur du jeu. Donc alors là, il y a vraiment une différence bien fondamentale avec la réalité classique. Je ne prétends pas que notre monde est virtuel et que quelqu'un a programmé les règles du jeu. Mais par contre, le point qui est assez intéressant, c'est que finalement ces lois de gameplay, donc par exemple, quand on lance un objet, ça suit une courbe parabolique. Si le jeu est suffisamment bien fait, finalement le gameplay va faire en sorte que cette loi soit bien suivie. Ce sont quand même bien des lois qui sont émergentes de calculs basés sur des 0 et des 1, des grands tableaux de nombres qui sont processés à une vitesse fantastique dans ces puces de processeurs graphiques. Après, on peut continuer l'analogie un peu plus loin. C'est-à-dire que, mettons qu'on soit un joueur de ce jeu, d'accord, qu'on n'ait connu aucune autre réalité. Quelle est la meilleure manière d'étudier la physique du jeu? Donc, une manière, par exemple, je suis Newton dans mon jeu, voilà, dans ma réalité virtuelle. Je vais essayer de comprendre les lois qui régissent la chute des objets dans ce jeu-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais étudier ça très précisément, et je vais réussir à finalement retrouver d'une certaine manière les lois classiques, les lois du gameplay, d'accord, qui régissent cette évolution des objets, cette trajectoire classique à l'intérieur du jeu. D'accord. Donc ça, c'est tout ce qui est de la physique classique. C'est-à-dire, c'est vraiment comprendre, retrouver depuis l'intérieur du monde virtuel quels sont le comportement des objets dans ce monde virtuel. Et ça me permet finalement d'aller construire des machines qui grandissent en complexité. Je pourrais imaginer par exemple faire une machine à vapeur à l'intérieur du jeu. Voilà, essayer de comprendre, voilà, par exemple, tout un tas de détails. Mais après, si on regarde des détails un peu plus fins, peut-être que le joueur s'apercevra de petits bugs, de petits glitches. Par exemple, si dans une certaine configuration,
je lance un objet, peut-être qu'il va pas tout à fait suivre cette loi-là à ce moment-là, peut-être qu'il va réapparaître autre part, ou peut-être qu'il va pouvoir s'apercevoir que la réalité est constituée finalement fondamentalement de petits pixels, hein, d'accord, ce qui serait un peu l'analogie de la loi des atomes, la théorie atomique. Et donc il y a des constituants élémentaires, il y a des textures qui se répètent. Et donc ça, c'est plus tellement l'étude du gameplay, mais c'est plutôt l'étude de la fabrique du tissu de l'univers. Et donc voilà, ça c'est un peu c'est la situation dans laquelle on s'est retrouvé au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'en étudiant vraiment très finement les détails de notre réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses extrêmement étranges, des petits glitches. Et c'est comme ça qu'a émergé, d'une certaine manière, dans l'histoire des sciences, la mécanique quantique. Alors toi, tu as choisi de ramener une console de jeux vidéo. Nicolas, tu as voulu faire un concours, tu as ramené un cigare. J'ai ramené un cigare, ouais. Vraiment les deux objets improbables. Exactement, exactement. Donc j'ai ramené un cigare pour illustrer une expérience qu'on appelle l'expérience de Stern et Gerlach, qui est justement une de ces expériences qui permet de révéler un des glitches de ce monde, par analogie avec ce monde virtuel. Alors, qui sont Stern et Gerlach? Alors, Stern, c'était un théoricien à la base. C'était en fait le premier assistant d'Einstein, c'est pas rien quand même. Et il se trouve que pendant la Première Guerre mondiale, il a été amené à travailler pour les services météorologiques. Et dans ce cadre-là, il a pris goût aux expériences, quoi. Et puis donc, il a formé un binôme avec Gerlach, qui lui était vraiment un expérimentateur chevronné, averti. Et puis ensemble, ils ont monté une très belle manip qui commence avec un jet atomique. Alors un jet atomique, c'est une sorte de mitraillette qui produit un jet d'atomes. Dans leur cas, c'était des atomes d'argent. Et puis sur ce jet, ils sont venus mettre un champ magnétique. Et ensuite, ils ont disposé un écran pour voir quel était le résultat. Et puis, de nouveau, j'insiste, c'était vraiment des expérimentateurs très complémentaires. Ils ont travaillé longtemps et le résultat, c'est qu'ils n'ont strictement rien observé sur l'écran. Donc on peut les imaginer, ils passent encore du temps infini à affiner l'expérience et puis sur l'écran, il ne se passe rien, quoi. Et puis la légende raconte que l'un d'eux allume un cigare, comme celui-là, et au moment où la fumée vient toucher l'écran sur lequel les atomes sont envoyés, eh bien, apparaît une tache. Et en fait, probablement, l'explication, c'est qu'ils avaient la bonne idée de fumer des cigares qui étaient de mauvaise qualité, et donc qui comprenaient des éléments chimiques, notamment du soufre, et soufre et argent, eh bien ça, ce sont les composés chimiques dont on a besoin pour faire du développement photo-argentique. Et donc, grâce au cigare et au soufre contenu dans le cigare, eh bien, ils ont vu apparaître la trace des atomes d'argent. Je trouve ça génial. Et du coup, à l'origine, c'était quoi l'effet qu'ils voulaient mettre en évidence avec tout ça? Oui, alors l'idée de Stern et de Gerlach, c'était d'étudier les propriétés magnétiques des atomes. Et donc, leur idée, c'était de dire, bon, imaginons que ces atomes se comportent comme des petits aimants. Alors, si l'orientation de l'aimant, c'est le pôle nord de l'aimant, est orientée dans la direction de champ magnétique, alors l'hypothèse, c'est qu'ils vont être plutôt attirés vers le haut. Et puis, si au contraire, le pôle nord est opposé au champ magnétique, alors ils vont plutôt être attirés vers le bas. Et puis évidemment, les atomes sont pas triés. Donc certains vont être, on va avoir un pôle ou une orientation nord-sud qui est orthogonale au champ magnétique. Et dans ce cas, on s'attend à ce que les atomes ne soient pas déviés. Et donc l'idée de l'expérience était de dire, si effectivement ces atomes ne se comportent pas comme des petits aimants, alors ce que je veux observer sur mon écran, c'est simplement la tâche correspondant au diamètre de mon jet atomique. Et si les atomes se comportent comme des petits aimants, alors je devrais voir une tâche beaucoup plus grande qui correspond justement à la déviation de mes atomes par ce champ magnétique. Et le résultat de la fumée du cigare sur l'écran, c'est qu'en fait ils ont obtenu deux tâches de part et d'autre de la tâche qu'on aurait obtenue si les atomes n'étaient pas magnétiques. Et donc, ce qu'ils ont révélé avec ça, c'est un comportement magnétique, ou disons une aimantation anormale, dans lequel les petits aimants sont soit orientés nord-sud, soit sud-nord, mais jamais entre ces directions. Donc, les directions, si vous voulez, de cette aimantation sont quantifiées. Et donc, pour la découverte de ce glitch, de cette aimantation d'un type particulier, qu'on appelle à l'heure actuelle un spin, eh bien, ils ont tous les deux eu un prix Nobel. Et en parlant de spin, Emmanuel, tu nous as ramené un troisième objet aujourd'hui, une toupie, mais une toupie un peu particulière.
Ouais, alors c'est une toupie retournante. Donc c'est la meilleure analogie finalement à notre échelle que j'ai trouvé du spin, qui est une propriété fondamentale des atomes et des électrons. Et alors cette toupie, elle a deux axes de rotation. Donc elle a l'axe nord-sud, donc aligné vers le haut, et l'axe sud-nord aligné vers le bas. Et donc elle a la particularité d'avoir une évolution. Donc elle va réussir à se retourner. Donc je vais la mettre en mouvement. Donc alors ces toupies-là, on l'appelle en anglais top spin. D'accord. Donc c'est vraiment le même mot que spin. C'est vraiment le spin, c'est vraiment cette idée d'un mouvement de précession. Je vais faire tourner cette toupie et vous allez voir. Donc elle commence à précesser, hop, et elle se retourne. D'accord. Donc je la démarre sur son axe nord-sud et son évolution classique, d'accord, va la faire aller progressivement vers son axe sud-nord. D'accord. Et donc, dans la matière, au niveau microscopique, on a vraiment ce même comportement. Et ce qu'ont découvert Stern et Gerlach, c'est que, vous voyez, ces états intermédiaires entre l'état nord-sud et sud-nord, en fait, n'existent pas. D'accord. À l'échelle quantique, cette toupie ne peut prendre que deux valeurs, la valeur alignée ou anti-alignée. Et l'évolution intermédiaire, en réalité, est une superposition à l'échelle quantique de l'état aligné et anti-aligné. Voilà. Mais lorsqu'on réalise la mesure de l'état de cette toupie, donc vraiment au sein de l'expérience, on va avoir vraiment quelque chose de discret, donc comme un 0 et un 1. Et donc ça, c'est vraiment une des manifestations les plus incroyables finalement du substrat informationnel qui sous-tend notre réalité et qui est en réalité discret, binaire. D'accord. Alors c'est un monde binaire qui est assez particulier puisque c'est un monde binaire qui est quantique. Mais on a vraiment, donc Stern et Gerlach, dans cette expérience, mais il y a eu d'autres expériences du même type, ont mis vraiment en évidence vraiment ce glitch de la réalité. C'est-à-dire que la réalité se comporte vraiment très différemment de ce dont on avait l'intuition. On imagine qu'après avoir fait toutes ces découvertes, ça a dû chambouler quand même une certaine vision de notre monde à l'époque, qui ont posé du coup ces fondements de la physique quantique. Quelles sont les applications de cette première révolution quantique après tout ça ? Voilà, donc, alors, ce qui est assez incroyable, c'est que l'équation de Schrödinger dont on a parlé tout à l'heure, en fait, c'est une équation qui est restée identique depuis 100 ans. Donc, ça fait 100 ans qu'elle a été introduite et sa forme n'a pas bougé en 100 ans. Donc, et c'est toujours compris comme finalement cette multiplication de grands tableaux. Et donc, en 100 ans, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à tirer de cette évolution quantique, cette équation de Schrödinger, c'est une compréhension fine finalement de tous ces glitches. Et alors, ce que ça nous a permis de faire, c'est de comprendre finalement le comportement de matériaux qui étaient jusqu'à présent parfaitement incompris. Alors, ça peut paraître assez étonnant, mais à la fin du 19e siècle, on n'avait aucune idée de pourquoi certains matériaux conduisaient l'électricité, ce qu'on appelle des métaux, ou certains matériaux ne conduisaient pas des électricités, donc des isolants. D'accord. Donc, par contre, on avait déjà ce concept d'électricité, donc on avait bien compris qu'il y avait deux catégories, mais il n'y avait aucune théorie solide de pourquoi tel matériau se comportait comme ci ou comme ça. Et donc la mécanique quantique a permis vraiment une compréhension extrêmement fine de la conduction électrique. Et donc une fois qu'on a cette compréhension fine, on va pouvoir penser à de nouveaux matériaux. Et alors donc j'ai amené un exemple d'un de ces matériaux. Donc ça c'est une galette de silicium. Alors le silicium c'est un matériau qui est ni conducteur ni isolant. C'est un matériau qu'on appelle semi-conducteur. D'accord. Et donc ça, c'est la mécanique quantique qui nous a permis de comprendre très finement pourquoi est-ce que c'était le cas et comment, dans quelles circonstances on pouvait rendre ce matériau conducteur ou isolant. Et donc on a compris que si on appliquait un petit champ électrique localement sur le matériau, à ce moment-là, on allait pouvoir lui rendre son caractère isolant. Et si on l'appliquait avec une polarité inversée, il allait devenir conducteur. Et donc ça, c'est la base en fait de toute l'électronique moderne, puisque maintenant on s'en sert comme de petits interrupteurs, ce qu'on appelle des transistors. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce que tu nous as rapporté dans la... Voilà, donc dans ce chip là qui est sur cette carte graphique, donc c'est une galette de silicium, oui, c'est à peu près le même aspect. Et sur cette puce, il y a 1 milliard de transistors, de ces petits switches, et c'est ça qui va permettre de faire tous ces calculs à très grande vitesse. Et donc finalement, la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, l'élucidation de la conduction des matériaux nous a permis finalement d'élaborer de nouvelles technologies qui sous-tendent aujourd'hui toutes les technologies de l'information.
Donc ça, c'est vrai donc, pour les semi-conducteurs. Mais il y a aussi d'autres applications, par exemple le laser, une application directe de la mécanique quantique. On a d'autres applications comme l'imagerie par résonance magnétique, ce qu'on appelle l'IRM. Voilà. Donc ça, c'est l'application des... Quand on a compris finalement les lois de la réalité à son échelle la plus fondamentale, on est capable de l'extrapoler, d'accord, de se servir de tous ces petits glitches pour bâtir des nouvelles technologies. Voilà, de toutes sortes. Et donc c'est la première révolution quantique a eu lieu au cours du XXe siècle. C'est vraiment la compréhension et l'utilisation de ces lois de la mécanique quantique pour des technologies diverses. Tu nous as parlé de technologie de l'information. Nicolas, comment la découverte de ce spin, elle va mener aussi à des applications comme l'IRM? Oui, donc l'IRM, c'est peut-être l'application phare de cette première révolution quantique. Donc c'est une technique révolutionnaire d'imagerie qui utilise effectivement la notion de spin, la notion de champ magnétique et la notion de micro-ondes. Donc on a vu cette notion de spin qui avait été introduite ou découverte par Stern et Gerlach, c'est une sorte de petite aimantation qui se comporte de façon purement quantique. Et puis à la suite en fait de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois, il y a un physicien qui s'appelle Bloch qui lui avait travaillé pendant la guerre au développement des radars. Et en fait, pour développer des radars, on doit être un expert des micro-ondes, donc de ces ondes qu'on utilise, par exemple, pour réchauffer nos déjeuners à midi quand on est un peu pressé. Il était donc expert de ces ondes et il a eu l'idée de mettre des spins en contact d'éclairer des spins avec ces micro-ondes. Donc, l'expérience est relativement simple. Je prends des spins, je les aligne avec un champ magnétique. Et puis, Bloch envoie donc cette lumière micro-ondes sur ces spins. Et là, il ne se passe rien, encore une fois, comme souvent expérimentalement. Mais le génie de Bloch, ça a justement été d'insister, et notamment de changer un peu la fréquence de l'onde micro-ondes. Et à une fréquence précise, il a observé qu'il était capable de renverser le spin. Donc au lieu de pointer dans la direction du champ magnétique, il pointait à l'opposé du champ magnétique. Peut-être pour revenir à ma toupie retournante, ça c'est vraiment l'équivalent de mettre en rotation la toupie, et donc lorsqu'elle est mise en rotation, son axe va s'inverser. C'est vraiment l'action des micro-ondes, c'est assez équivalent à ce phénomène-là. Et donc là, on est en 1945. Bloch, d'ailleurs, c'est très marrant, écrit un petit article d'une demi-page pour raconter sa petite découverte. Vraiment, il faut voir l'article, c'est impressionnant. Évidemment, 2 mois avant la publication de son article, il y a Purcell qui arrive, qui publie un article similaire, avec la même description expérimentale. Et malgré tout, par chance, tous les deux prennent le prix Nobel, justement pour la découverte de la manipulation du spin avec des ondes micro-ondes. Donc ça, c'est un peu le début de l'histoire de l'IRM. Et puis, au fur et à mesure du temps, le temps avance. Et là, on se rend compte que si on s'intéresse au spin du noyau d'un atome d'hydrogène, eh bien, sa résonance, sa fréquence de résonance, elle dépend de la présence d'atomes de carbone autour de l'atome d'hydrogène. Donc on a dit qu'en envoyant une fréquence particulière, on renverse le spin du noyau d'hydrogène. Eh bien, ça fonctionne exactement pareil, mais lorsqu'il y a un atome de carbone autour de cet atome d'hydrogène, la fréquence est juste un peu différente. Et c'est comme ça que les micro-ondes mettent en évidence ces molécules dont on parle? Exactement. Donc c'est l'idée qui se cache derrière ce qu'on appelle la RMN, de pouvoir, à partir du contrôle de spin avec des micro-ondes, de voir la structure atomique des molécules. C'est la RMN. Et puis, de fil en aiguille, il y a un physicien, un médecin, qui s'appelle Damadian, qui, lui, a eu la bonne idée de regarder le signal RMN de tissus sains et de le comparer au signal RMN de tissus cancéreux. Et il s'est aperçu que le temps de relaxation des tissus cancéreux était un petit peu plus long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reprends mes spins, je les oriente, je mets mes micro-ondes, je les renverse, et puis j'éteins ma micro-onde. Et puis, au bout d'un certain temps, ils vont revenir s'aligner avec le champ magnétique. Et c'est ce qu'on appelle justement le temps de relaxation. Et il a observé que pour des tissus atteints d'un cancer, ce temps de relaxation était un tout petit peu plus long que celui des tissus sains. Puis enfin est arrivé un médecin, physicien qui s'appelle Lauterbur, qui a dit, en fait, avec ça, on va pouvoir détecter précisément la position de cellules cancéreuses en mettant un champ magnétique inhomogène. Et voilà comment est apparu l'IRM. Et je pense qu'un des messages que je trouve très intéressant, c'est d'abord, contrairement aux idées reçues, eh bien souvent, ce n'est pas les théoriciens comme moi qui font des découvertes majeures, c'est vraiment des expérimentateurs qui ont l'intelligence de persévérer quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ou vraiment de se creuser les méninges quand il y a une anomalie
dans le résultat expérimental. Et puis la deuxième leçon que je trouve très très importante, c'est que finalement, l'IRM, c'est 70 ans de recherche fondamentale pour essayer de comprendre le comportement, les propriétés magnétiques des atomes, et qui, in fine, amène à cette application merveilleuse qui est un outil d'examen radiologique peut-être le plus précis pour les tissus mous. Voilà. Je trouve que c'est une belle illustration de la façon dont la science peut déboucher sur des applications très fortes, alors qu'au départ, c'est vraiment des sujets extrêmement fondamentaux qui sont étudiés. Bon, alors on a fait un gros tour d'horizon de ce qu'incarnait cette première révolution quantique, qui est quand même déjà assez fascinante et dense. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de cette deuxième révolution quantique? Oui, alors je dirais que dans toutes les applications de cette première révolution quantique, que ce soit le laser ou l'IRM, il y a vraiment un effet quantique à la base, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de contrôler un comportement collectif. Par exemple, dans le laser, ce qu'on parvient à faire, c'est d'exciter un milieu de sorte que les photons, les particules de lumière, sont toutes émises dans la même direction, dans le même sens, et ça définit le laser. Dans l'IRM, ce qu'on fait, c'est qu'on manipule un très grand nombre de spins pour observer ce signal RMN et puis déduire éventuellement la position de cellules cancéreuses au sein de certains tissus. Et donc, c'est vraiment l'idée de tirer profit du quantique, mais à des échelles macroscopiques, avec une manipulation d'un très grand nombre d'objets quantiques, qui est vraiment l'idée à la base de cette première révolution quantique. Et je dirais que, à contrario, la deuxième révolution quantique est née de l'idée de la capacité à manipuler un objet quantique unique, un spin unique par exemple, un électron, le spin d'un électron d'une seule particule quantique unique. C'est ce qui est à la base de cette deuxième révolution quantique. Emmanuel, pour nous parler de cette deuxième révolution quantique, est-ce que tu veux nous reparler de cette console de jeu? Ouais, parce que exactement. Je vais reprendre ce que vient de dire Nicolas. C'est-à-dire que donc, on est dans notre monde virtuel, d'accord. La mécanique quantique s'applique partout, certes, mais on voit que de là émerge une réalité classique. Et là, finalement, la première révolution quantique, c'était le travail de comprendre comment, à partir des lois d'évolution fondamentale, donc l'équation de Schrödinger, la mécanique quantique découverte il y a 100 ans cette année, nous permet finalement de mieux comprendre la matière, le gameplay, d'accord. On comprend les lois le substrat fondamental des lois d'évolution, et de là, on arrive à tirer des comportements collectifs. La seconde révolution quantique, c'est un renversement de la situation. C'est-à-dire, c'est plutôt se dire, on va conceptualiser la matière non pas comme la matière qui émerge du substrat informationnel, mais on va essayer d'utiliser la matière pour essayer de mieux comprendre le substrat informationnel. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va créer des petites machines, d'accord? Donc, on va manipuler des atomes uniques pour mieux comprendre finalement les lois de la mécanique quantique et réinterpréter toute la mécanique quantique sous forme informationnelle, informatique, finalement. Alors, il y a par exemple un des renversements qui a eu lieu dans les années 80 qui est assez passionnant, c'est la réinterprétation de la mécanique quantique en termes de lois informatiques. Alors, je peux citer deux exemples. Donc, il y a cet exemple assez merveilleux qui a été découvert dans les années 80, mais qui est directement... c'est vraiment quelques lignes de calcul à partir du formalisme qui avait été découvert par Schrödinger et Heisenberg en 1925. C'est ce qu'on appelle le théorème de non-clonage. Alors, donc ça peut paraître un nom un peu barbare, mais en réalité, c'est un concept très simple. C'est si on dit que chacun de ces spins, d'accord, ou de ces degrés de liberté fondamentaux qui sous-tendent la réalité peuvent être décrits comme des 1 et des 0, d'accord. Donc ça va être des 1 et des 0 quantiques. Ils vont avoir des lois d'évolution avec des superpositions d'états, de l'intrication. On va pouvoir écrire des suites de 1 et de 0 sous forme de code informatique quantique, d'accord. Et la réinterprétation des lois de la mécanique quantique en termes informationnels, c'est de dire par exemple, si j'ai une chaîne de 1 et de 0 quantique, eh bien à ce moment-là, la mécanique quantique m'interdit de faire ce qu'on appelle un copier-coller. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre une chaîne d'information quantique, une chaîne de 0, de 1, qui peut être incarnée par des spins, et la copier à un autre endroit. Et le CTRL-C, CTRL-V, dans les lois de la mécanique quantique, sont interdites. D'accord. Donc c'est vraiment une réinterprétation
de l'équation de Schrödinger, mais sous forme vraiment informatique. Alors, par contre, il y a un deuxième résultat qui est ce qu'on appelle la téléportation quantique. Donc là, cette fois-ci, c'est un peu le même concept, mais maintenant, on peut prendre une chaîne de ce qu'on appelle des bits quantiques, donc des 0 et des 1 quantiques, et on va pouvoir les téléporter. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a le droit de faire un coupé-coller, d'accord? Donc, on peut couper l'information et la téléporter à n'importe quel autre endroit de l'univers, sans perdre en finalité. Donc pas de CTRL-C, CTRL-V, mais couper-coller, c'est bon. Ouais, donc pas CTRL-C, CTRL-V, par contre CTRL-X, CTRL-V. Ouais, j'avais pas la... Ouais, le raccourci, bon, il est un peu moins utilisé, mais très pratique quand même. Et donc il y a toute cette réinterprétation informationnelle, donc où vraiment on s'intéresse au substrat, finalement, on s'intéresse au cœur de la machine, là, et on va réinterpréter tout ça. Et donc il y a un truc qui est assez passionnant, c'est-à-dire que donc maintenant, dans cette nouvelle conception finalement post-années 80, tous ces atomes d'hydrogène qui portent un spin, donc par exemple n'importe quelle molécule d'eau a 2 atomes d'hydrogène, donc a 2 spins. Donc chaque molécule d'eau a fondamentalement 2 degrés de liberté qui peuvent s'apparenter à des 0 et des 1. D'accord ? Et donc on peut réinterpréter par exemple toute la matière comme un grand chaos de 0 et de 1, aligné, anti-aligné, ou dans lequel on peut faire couper-coller, etc. Et la seconde révolution quantique, c'est on s'attache à créer des technologies pour pouvoir isoler un de ces spins, d'accord, un de ces degrés de liberté, le manipuler, aller tester ces concepts de téléportation quantique, d'intrication. Qu'est-ce qui se passe lorsque 2 objets sont synthétisés en même temps, on les met à distance, à ce moment-là, on va avoir un phénomène d'intrication quantique. Bah, du coup, pour rebondir à tout ce que tu viens de dire, justement, on a une 3e vidéo de notre ami Durden qu'on va regarder maintenant. L'intrication quantique. Alors, vaste sujet. Personnellement, je crois que j'ai pas compris grand-chose. Selon moi, on tire une particule avec 2 capteurs au bout. Lorsqu'on attrape la particule, on s'aperçoit que dans les 2 capteurs, on a la même particule. Pas une division des 2, mais la même. Et lorsqu'on manipule l'une et on manipule l'autre, eh ben, elles réagissent exactement pareil au même moment. Comme si elles étaient en télépathie constante, l'une de l'autre. Donc on les éloigne pour se rendre compte s'il y a véritablement un message qui est propagé entre les 2 boîtes. Et non, elles réagissent vraiment au même moment, donc c'est comme si c'était exactement la même particule qui était dans la boîte. Donc, pour en avoir le cœur net, on ouvre les boîtes. Et là, on constate qu'il n'y a qu'une seule particule. Et dans l'une des boîtes, il n'y a toujours eu qu'une seule particule, et dans l'autre, il n'y a jamais eu de particule. Alors qu'on observait 2 particules dans 2 boîtes. Et comment ça marche? Bah c'est vrai, ça, Emmanuel, comment ça marche? Ce qui compte, en fait, c'est que il y a des effets comme ça de non-localité qui sont intrinsèques à l'intrication et qui ont été démontrés comme ne pouvant pas être expliqués par des phénomènes locaux. Donc, Einstein et Bohr, donc 2 des pères fondateurs de la mécanique quantique, se sont écharpés sur cette question en 1935. Et le débat a couru pendant 2 décennies. Et finalement, dans les années 60, Bell a posé une équation rigoureuse pour le test de localité. Est-ce que la mécanique quantique peut-elle se comporter comme une théorie non locale? Donc c'était finalement ce phénomène d'action à distance. Est-ce qu'il existe véritablement ou est-ce que c'est vraiment une illusion de la mesure? Et donc Alain Aspect, qui a été nobelisé il y a 2 ans, a montré dans les années 80 que avec une expérience extrêmement propre, en réalité la mécanique quantique violait les inégalités de Bell et qu'elle avait un aspect non local fondamental. Ce qu'exprime Durden là, c'est vraiment un des aspects les plus surprenants de la mécanique quantique, et c'est vraiment le fait que la mécanique quantique est en réalité une théorie de l'information, un substrat informationnel qui sous-tend la réalité et la matière, et si on la réinterprète comme un concept informationnel dans lequel on peut appliquer des lois informatiques comme couper, coller et pas copier-coller par exemple, à ce moment-là, tous ces phénomènes-là prennent sens, d'accord, notamment la non-localité, etc. Donc si on reprend l'image du jeu vidéo, on est à l'intérieur de notre réalité virtuelle, d'accord, et en fait on comprend, il y a un moment eureka, et on comprend que finalement le monde virtuel en fait n'existe
c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il a une réalité informationnelle sous-jacente et que c'est le résultat finalement d'un calcul, qui est le résultat finalement d'une opération matricielle avec une très grande complexité. Voilà. Donc bon, ça reste une analogie, hein, mais vraiment c'est un peu ce phénomène-là qui a lieu avec la seconde révolution quantique. C'est vraiment un renversement de la situation où finalement la mécanique quantique n'est pas une explication de la matière, mais c'est un substrat informationnel duquel la matière et la réalité émergent. Alors là, on a discuté de la première révolution quantique, on a discuté de la seconde révolution quantique. Aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose dont on entend de plus en plus parler, c'est l'ordinateur quantique. Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, alors l'ordinateur quantique, effectivement, donc c'est un outil qui possiblement permet de résoudre des calculs, des problèmes fondamentaux que les machines classiques, que les ordinateurs classiques n'arrivent pas à résoudre. Alors, Emmanuel, effectivement, mettait en avant l'idée qu'il y a un certain nombre d'interdits dans la théorie quantique, par exemple, copier-coller, mais ça, c'est pas possible. Par contre, il y a aussi un certain nombre d'opportunités et qui sont liées à cette notion de superposition qu'on a évoquée plusieurs fois, et notamment l'idée que quand je viens coder de l'information binaire, non pas dans un bit classique, mais dans un bit quantique, par exemple dans la valeur d'un spin, eh bien, en fait, grâce à cette possibilité de mettre ces 0 et 1 en superposition, eh bien, mon bit quantique va pouvoir encoder une infinité d'états possibles. Toutes les superpositions possibles entre 0 et 1. Donc, on sent là-dessous qu'il y a une richesse. Et la richesse, eh bien, c'est simplement le fait que la conséquence, c'est qu'il existe des opérations élémentaires qui sont finalement bien plus nombreuses et qui n'ont aucune réalité classique. Il existe des opérations qui emmènent, par exemple, un spin qui pointe dans la direction up, qui encode la valeur 0, dans une superposition de 0 et de 1, ce qui est évidemment pas possible classiquement. Et donc, c'est parce qu'il existe ces opérations qui sont fondamentalement quantiques, eh bien, qu'on peut espérer obtenir d'un ordinateur quantique, eh bien, une puissance de calcul accrue, la possibilité d'exécuter des algorithmes qu'on n'arrive pas à exécuter de façon efficace sur une machine classique. Alors, on espère l'aboutissement de cet ordinateur quantique, mais Emmanuel, on est où de cette quête ? Alors, donc c'est une quête qui a commencé il y a une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années. Mais alors, ce qui est assez intéressant, donc en fait, j'ai amené ici un ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, attention, c'est un ordinateur quantique. Alors voilà, donc c'est un ordinateur classique qui a déjà 15 ans, il y avait 1 milliard de transistors sur une puce, d'accord. Donc dans les ordinateurs quantiques actuels, donc là c'est vraiment un prototype, hein, c'est pour faire des tests. Donc voilà, donc c'est une puce qui a à peu près le même aspect, c'est une puce. Bon, on retrouve le fameux silicium. Voilà, donc c'est silicium et on évapore un supraconducteur, un film fin de supraconducteur, et là-dessus, donc sur cette puce, j'ai exactement 2 bits quantiques, donc 2 degrés de liberté quantique que je vais pouvoir mettre en superposition d'états. Je vais pouvoir leur faire des opérations logiques telles qu'a décrit Nicolas, qui ne sont pas possibles dans le monde classique. Donc là, avec 2, je vais pas aller très loin évidemment, mais aujourd'hui, les meilleurs laboratoires du monde ont entre une centaine et 1 millier de ces bits quantiques. Donc, et avec ça, on commence à pouvoir faire des calculs quantiques. On est vraiment juste à la limite, qui sont inatteignables par l'ordinateur classique. C'est-à-dire qu'on arrive à créer des opérations sur ces chips qui ne peuvent pas être reproduits par une carte graphique, même de dernière génération. Et même si on prend le plus puissant des superordinateurs, d'accord, il y a certaines opérations qui vont pas pouvoir être décrites par ces superordinateurs. Alors, aujourd'hui, ces opérations n'ont pas vraiment d'intérêt pratique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des portées aléatoires, d'accord, qui donnent finalement du bruit. Donc, c'est-à-dire que une succession de 0 et de 1 qui sont presque aléatoires, mais pas tout à fait. D'accord, mais donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des benchmarks, finalement, pour tester la capacité de ces petits ordinateurs quantiques à finalement déployer ces superpositions d'états et donc ces opérations logiques qui vont au-delà de ce qui est possible classiquement. Il y a un truc qui est assez intéressant. Donc là, c'est
un processeur quantique supraconducteur. Mais avec la seconde révolution quantique, comme finalement c'est l'information quantique qui prime sur la matière, d'accord, en fait, il y a plein de façons d'incarner cette information quantique. D'accord, c'est 0 et c'est 1. Donc tout à l'heure, par exemple, Nicolas a parlé des spins, d'accord, donc par exemple d'un atome, d'un proton, d'un atome d'hydrogène qui peut prendre sa valeur up ou down, 0 ou 1. Donc ça, c'est une autre manifestation d'un 0 ou d'un 1 quantique. Mais on pourrait aussi utiliser des photons, donc des grains de lumière, d'accord, qui encodent très bien l'information quantique. Ça peut être des atomes, donc avec la position des électrons sur les orbitales. Ça pourrait être aussi des électrons qui sont piégés dans le silicium. Donc là, ici, c'est des circuits supraconducteurs. Donc là, c'est vraiment donc là, on va pas pouvoir voir ça à la caméra, mais c'est des circuits qui sont millimétriques. D'accord. Et donc ces circuits millimétriques se comportent fondamentalement comme des oscillateurs quantiques qui prennent des valeurs discrètes des 0 et 1. D'accord. Donc il y a plusieurs manifestations physiques de cette information quantique. Mais en fait, toutes ces plateformes donc, de calcul quantique sont aujourd'hui en concurrence et c'est pas encore clair laquelle de ces plateformes va être la plus efficace pour pouvoir déployer ces calculs quantiques à très grande échelle. Et tu voulais nous parler un petit peu d'algorithmes de simulation par rapport à tout ça? Oui, parce que donc y a des algorithmes qui sont purement mathématiques, donc qui vont par exemple l'algorithme de Shor qui a été découvert en 91. Qui permettent de casser des codes cryptographiques. Donc ça, on a la sensation que ces portes logiques quantiques sont utilisées dans un but de cassage de cryptographie, purement mathématique. Mais il y a un autre aspect de ces algorithmes quantiques qui sont en fait aussi en lien avec ces réalités virtuelles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le substrat informationnel d'accord, de l'univers, qu'on est en capacité de contrôler ces objets élémentaires, ces 0 et ces 1 quantiques, et les faire interagir de la bonne manière. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir simuler l'univers lui-même avec ses propres lois. D'accord ? Et donc, il y a une application, ce qu'on appelle la simulation quantique, qui est une application qui sera peut-être clé dans les prochaines décennies. Et alors, peut-être pour donner un exemple un peu plus concret, dans l'industrie aéronautique, donc si on voulait essayer de comprendre, optimiser le vol des avions, la conception des ailes, dans les années 50, 70, enfin jusqu'à assez récemment, ce qu'on faisait, c'était on faisait des petites maquettes, des maquettes d'avions à l'échelle réduite, d'accord, et on les mettait dans des souffleries et on étudiait l'écoulement des fluides autour de l'aile et comme ça on arrivait à optimiser un peu la forme de l'aile, d'accord. C'est plus du tout comme ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend ces avions, on les encode dans un programme informatique, dans une simulation classique, donc en utilisant ces GPU, et on va simuler l'écoulement de l'air autour des ailes. Donc vous voyez en fait que c'est beaucoup plus efficace parce que vous n'avez plus besoin de faire une réplique à petite échelle. Voilà, vous embêtez avec des souffleries énormes. Vous avez seulement à utiliser un logiciel de simulation très performant et calculer l'écoulement, et puis faire vos optimisations. Et donc ça, voilà, donc il y a une grande valeur ajoutée à pouvoir simuler ces choses-là. Il y a une difficulté avec le quantique, c'est que quand les objets sont régis par des lois de la mécanique quantique, donc des petits objets, par exemple des molécules, en fait c'est strictement impossible de les simuler avec un ordinateur dit classique. Parce que même si ces objets ont seulement une dizaine d'atomes, d'accord, en fait, la matrice dont parlait Nicolas tout à l'heure, qui permet d'encoder le comportement collectif de ces 10 atomes, va peut-être dépasser le nombre d'atomes disponibles dans l'univers. Donc, c'est strictement impossible d'écrire la matrice parce que sa taille explose avec le nombre d'atomes impliqués dans la simulation. Donc, la seule manière de pouvoir simuler ces petites molécules, ou même des plus grosses, ça va être d'utiliser des ordinateurs quantiques. Donc, on va encoder la position de chacun des atomes dans la simulation quantique. On va déployer un petit univers quantique et on va pouvoir simuler le comportement, la réactivité de ces molécules. Et comme c'est une simulation, finalement, on peut disposer de la molécule un peu comme on l'entend. Et de la même manière qu'on n'a plus besoin de soufflerie aujourd'hui, ça réduirait peut-être le temps. Par exemple, on n'aurait plus besoin de synthétiser ces molécules pour tester leur réactivité, on pourrait directement les simuler
dans l'ordinateur quantique et ainsi accélérer le développement de nouveaux médicaments, de nouveaux matériaux et plein d'autres choses. On a hâte de voir où la quantique va nous mener sur ces prochaines décennies. On s'est intéressé à ces révolutions quantiques, on s'est intéressé à ces grands concepts. Moi, j'ai envie de m'intéresser à vous. Est-ce que peut-être, Nicolas, pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la teneur de tes travaux, etc., sur quoi tu travailles? Oui, alors avec mon groupe, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la correction d'erreurs. Donc l'idée d'un ordinateur quantique, c'est d'avoir à disposition, sur un chip comme celui-là, un grand nombre de ce qu'on appelle des bits quantiques, qu'on va venir manipuler pas à pas pour finalement exécuter un algorithme par bloc. Et il se trouve que lors de quand on s'intéresse à ces manipulations en pratique, eh bien, elles sont toutes un peu imparfaites. Elles introduisent du bruit. Et ce bruit, en s'accumulant, il va empêcher l'algorithme de converger. Et donc la correction d'erreurs, c'est la solution qui justement permet de corriger ces erreurs, comme l'indique son nom. Et c'est en fait un jeu très subtil, parce que il n'est pas possible en mécanique quantique de mesurer l'information portée par un bit quantique sans changer son état. Et donc, évidemment, j'ai envie, pour faire converger mon algorithme, de préserver l'état quantique de l'ensemble de mes spins, et donc je ne peux pas mesurer directement mes qubits. Et donc, l'idée de la correction d'erreur, c'est d'introduire ce qu'on appelle de la redondance, c'est-à-dire c'est d'encoder mes 0 et des 1, non pas sur un seul bit quantique, mais sur plein de bits quantiques. Et puis, en utilisant des mesures spécifiques, des mesures de parité, on va pouvoir révéler la position des erreurs, leur nature, sans toucher au caractère quantique dont on a besoin pour résoudre nos problèmes. Et à l'heure actuelle, les codes connus sont très demandeurs en termes de ressources. La redondance est très importante, ce qui fait que pour résoudre des problèmes, pour résoudre ces problèmes de simulation, pour résoudre des problèmes mathématiques avec un ordinateur quantique, à cause de la correction d'erreurs, du manque d'efficacité de la correction d'erreurs actuelle, on a vraiment besoin de millions de qubits pour attaquer ces algorithmes à grande échelle. Et donc, un grand enjeu théorique, c'est justement d'améliorer l'efficacité de ces codes correcteurs d'erreurs, de permettre à ce qu'ils soient capables de corriger un très grand nombre d'erreurs pour, in fine, réduire la ressource nécessaire, le nombre de qubits nécessaires pour pouvoir accéder à ces grandes applications dont parlait Emmanuel. Et pour en arriver à tes travaux aujourd'hui, comment t'es tombé dans la physique quantique? Alors, je suis arrivé par le quantique, évidemment, par accident. Pourquoi évidemment? Parce que je crois que la plupart des parcours professionnels sont accidentels. En tous les cas, le mien l'est. Donc, évidemment, j'étais une période un peu post-bac, là, où je faisais je faisais des maths à l'université. Et je traînais un peu dans les magasins spécialisés. Et en parallèle, j'ai ma petite amie de l'époque qui m'a offert un livre sur le quantique. C'était pour moi une révolution complète, totale. Et donc, j'ai vite quitté les mathématiques pour aller vers le quantique. J'avais aucune stratégie, aucune envie particulière, si ce n'est l'idée de faire du quantique. Et puis, petit à petit, je suis devenu professionnel et j'ai la chance, 30 ans plus tard, de continuer à faire du quantique, toujours avec la même passion. Et toi, Emmanuel, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi tu travailles aujourd'hui? Oui, alors donc, avec la deuxième révolution quantique et ce renversement de perspective, où c'est maintenant l'information quantique qui prime, il y a une nouvelle division des tâches. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la division théorie-expérience, et aujourd'hui, la manière dont c'est appréhendé dans le monde, notamment anglo-saxon, il y a le software et le hardware. Vous voyez, donc Nicolas, finalement, il est plutôt côté software, c'est-à-dire qu'il s'occupe des codes correcteurs d'erreurs, donc tout ce qui est au-dessus, en termes d'information, comment optimiser la manipulation de l'information quantique pour minimiser les erreurs. Et moi, je suis plutôt du côté hardware. Voilà. Donc, j'essaye pour aider Nicolas dans sa tâche à corriger les erreurs, de trouver la plateforme quantique qui aura le moins d'erreurs possible. D'accord, comme ça, moins il y a d'erreurs, moins il y aura besoin de correction d'erreurs.
Mais il y aura tout de même besoin de correction d'erreur. C'est vraiment, c'est des domaines qui vont main dans la main. Et donc par exemple, ces circuits quantiques supraconducteurs, ils sont hyper intéressants, hyper beaux. Mais comme ils sont finalement de taille assez macroscopique, je ne sais pas si vous pouvez voir ça à la caméra, mais c'est des objets qui sont quasiment millimétriques. Ils ont tendance finalement à se coupler à leur environnement, d'accord, et à subir la décohérence, donc, et faire pas mal d'erreurs. C'est-à-dire que leur temps de vie quantique reste cantonné à quelques centaines de microsecondes, peut-être une milliseconde dans le meilleur des cas. Et en réalité, ce qu'on peut faire, donc moi c'est l'objet de mon travail, c'est que j'utilise donc ces petits processeurs quantiques pour aller sonder la matière qui est plus petite. Donc en fait, dans ce chip, il y a des atomes, et ces atomes, ils contiennent donc des spins, donc des petites toupies microscopiques. Donc ces toupies, elles sont de l'ordre d'une dizaine de nanomètres pour les spins électroniques, ou de l'ordre du millionième de nanomètre pour ce qu'on appelle les spins nucléaires. Et ces spins nucléaires, comme ils sont à l'échelle microscopique, ils ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps. Donc ils vont faire moins d'erreurs. C'est-à-dire qu'ils vont garder leur caractère quantique, ils vont être capables de rester en superposition d'état entre le 0 et le 1 beaucoup plus longtemps. Et donc mon travail consiste à trouver la bonne interface entre ces circuits supraconducteurs qui sont très rapides, très maniables, et des spins nucléaires qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus délicats à manipuler, mais qui peuvent vivre jusqu'à plusieurs dizaines de secondes. C'est-à-dire que leur caractère quantique peut rester beaucoup plus longtemps. Et donc on pourrait imaginer des architectures où finalement on utilise les circuits supraconducteurs non plus comme l'unité de calcul, mais plutôt comme un moyen finalement d'interfacer ces systèmes microscopiques qui, eux, deviendront les systèmes quantiques denses avec très peu d'erreurs, sur lequel on va pouvoir venir implémenter les codes correcteurs d'erreur de Nicolas et ses algorithmes. Bon, c'est de la recherche fondamentale, donc on avance pas à pas. On n'a pas encore de processeurs avec des centaines de ces spins nucléaires pour réaliser des algorithmes, mais on y travaille. Et comment t'es tombé là-dedans alors? Alors comme vous avez pu le voir, j'ai été dans mon enfance assez passionné de jeux vidéo. Et en fait, donc, voilà, j'ai grandi, donc je suis né à la fin des années 80, et donc moi j'ai vraiment grandi avec Zelda, enfin avec l'évolution des consoles, des consoles jeux vidéo. Et à l'âge de 6 ou 7 ans, en fait, il y a les premiers jeux vidéo en 3D qui sont apparus. Donc par exemple le Flight Simulator, donc un simulateur de vol. Voilà, donc on est dans un avion, on peut voler. Voilà, c'est des sensations parfaitement nouvelles. Et quand on est enfant, c'est assez marquant. Et du coup, vraiment, je me suis inscrit dans ces sortes de mondes virtuels, bon, en restant bien évidemment bien ancré dans la réalité réelle. Et voilà. Donc, et bon, j'ai suivi un parcours assez standard. Et en terminale, en fait, mon prof de maths m'a expliqué que, en fait, ce qui était sous-jacent de ces mondes réels, en fait, c'était des cartes graphiques comme ça, qui étaient en réalité en fait des multiplications de matrices. Et multiplication de matrices, c'était ce qui était au programme de terminale. Et en fait, quand j'ai réussi à faire le lien entre ces mondes virtuels et les mathématiques puissantes de l'algèbre binaire, ça a été un énorme choc pour moi. Alors j'ai continué mes études. Je me suis plutôt orienté vers la physique, mais voilà, toujours avec une bonne notion d'informatique. Et premier cours de mécanique quantique en école d'ingénieur. Rebelote, la mécanique quantique, c'est des multiplications de matrices. Tout peut être interprété en termes de 0 et de 1 quantiques. C'est des lois qui sont sous-jacentes de notre réalité. Tout est quantique. Et donc là, ça a vraiment été le clic. Le clic de plus. Finalement, peut-être qu'on vit dans un monde d'une certaine manière virtuel, mais en fait qui est d'une richesse absolument considérable. C'est-à-dire que plutôt que finalement d'aller explorer le gameplay des jeux vidéo, je me suis dit que c'était finalement beaucoup plus intéressant d'aller explorer les subtilités de la matière et essayer d'en tirer quelque chose en termes informationnels. Donc d'un simulateur de vol à la physique quantique, il n'y a qu'un pas. Ouais, mais c'est l'essence vraiment de la seconde révolution quantique. Hein. C'est le renversement des perspectives. La mécanique quantique est une théorie informationnelle, une théorie informatique. Voilà. Et ben, je crois qu'on arrive à la fin de cette discussion doucement.
Merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon de toutes ces révolutions et de ces concepts qui sont effectivement à la fois déstabilisants, intrigants, passionnants. Donc moi, j'ai trouvé cet instant et cette discussion très chouette. Donc merci à vous deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que cette série de tables rondes vous émerveille toujours plus. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du CEA, à liker, commenter, partager. Et puis nous, il ne nous reste qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine conférence. C'est branché du coup, on peut faire une petite partie? Ça vous dit? Bah c'est parti. Ouais, volontiers. Mario Kart. Trop fort. De Attention. two players. Allez.